cœur de la République de Djibouti, la racine de la Corne de l'Afrique, s'articulent de manière complexe deux systèmes de fossés tectoniques ou rifts. L'un prolonge la dorsale de l'océan Indien et forme le golfe d'Aden, puis la mer Rouge. L'autre est l'immense fossé de l'Est africain où s'échelonnent les grands lacs Natron, Nyassa, Victoria, Tanganyika. Le fossé, ou rift d'Assal, constitue le trait d'union entre ces deux systèmes. Ici, l'écorce terrestre est distendue et cassée. Entre les deux lèvres du rift, au cœur du fossé, s'étend une zone volcanique active, où s'épangent de temps en temps des laves basiques, venues du manteau supérieur à la faveur des cassures que produit la distension de la croûte continentale. Certaines des failles produites par ces mouvements sillonnent le plancher basaltique au cœur même du rift. D'autres affectent les marges du fossé, qu'elles découpent en une succession de marches d'escalier chaotiques. Cette intense vie minérale de la Terre élabore un relief diversifié avec des bosses et des dépressions que la mer peut envahir. Il en est ainsi du Goubet al-Karab, vaste et profonde étendue d'eau qui s'ouvre à l'extrémité du golfe de Tadjoura, par une passe étroite où le courant est rythmé par le jeu quotidien de la marée. Au fond du Goubet, deux dômes arrondis, les îles du Diable, sont les témoins aujourd'hui émergés d'éruptions volcaniques sous-marines. De nombreuses failles ouvertes fracturent les formations géologiques, témoignant de l'écartement actuel du fossé. Certaines se suivent sur plusieurs kilomètres et dans l'axe du rift, elles constituent un champ de failles qui relie le plan d'eau du Goubet aux rives du lac Assal. Dans la zone émergée du cœur du rift se dressent des cônes volcaniques desquels se sont déversées des coulées de lave noirâtre. La partie sud du lac Assal, à 150 mètres sous le niveau de la mer, présente une côte déchiquetée et des îlots de dépôt de sel blanc. Ici, les eaux sont de véritables saumures, atteignant plus de 100 grammes de sel par litre. Pourtant, dans cet univers minéral, la vie est présente. Des êtres primitifs, des algues bleues ou cyanophycées tapissent de vert les parois rocheuses sous la surface des eaux. Et, associées aux bactéries, elles forment ces dépôts ferrugineux rougeâtres sous l'effet de l'oxydation superficielle au contact de l'air. La couleur verte des eaux témoigne de l'abondance d'une microflore planctonique constituée d'algues microscopiques. Image issue de la lointaine époque où les premiers êtres vivants se lançaient à la conquête des rives minérales hostiles des océans de notre planète. Le lac Assal est parsemé d'écueils rougeâtres à fleurs d'eau. Certains d'entre eux forment des massifs circulaires qui évoquent des taches de moisissure. Ces écueils sont constitués en surface de la juxtaposition de cristaux de gypse qui croissent sur le fond de la saumure en une multitude de facettes et d'arêtes coupantes comme des lames de rasoir. La concentration des eaux dépasse là 150 grammes de sel par litre. La quasi-totalité du fond du lac Assal est tapissé de telles cristallisations de gypse. Sous la croûte saline ainsi formée, on retrouve les algues bleues en liséré verdâtre et les bactéries formant un enduit organique noirâtre à la base des cristaux de gypse. Plus au nord, dans certaines baies presque fermées, la salinité atteint 350 grammes par litre et les premiers dépôts de sel subaquatique apparaissent. Ils tapissent le fond de la saumure et forment de petits reliefs allongés dans le sens du vent. Sous la croûte de sel, on rencontre un niveau de gypse en aiguille où algues et bactéries dessinent encore leur liséré vert et noir par défaut d'oxygène.
Vers l'extrémité septentrionale du lac Assal, s'étend en bordure de celui-ci une vaste plaine de sel, en partie submergée par la saumure. De place en place, une ligne sombre souligne la présence d'une fracture. Les dépôts de sel formés par l'évaporation des saumures présentent des aspects variés. Parfois, les cristaux usés par le mouvement des vagues s'accumulent en plages de petites billes. Le sel emprisonne et conserve les cadavres que les saumures du lac lui confient, tel ce petit poisson échoué sur la rive saline. D'où venait-il? Comment se nourrissait-il? La réponse se trouve peut-être sur la rive méridionale du lac. Dans cette crique s'accumule une boue organique noire produite par un tapis d'algues bleues. Elles sont broutées par des petits gastéropodes qui vivent ici grâce à des arrivées d'eau de mer qui viennent du Goubet en circulant dans le réseau des fractures du rift. Cette faille sous-marine peut être l'une de celles qui alimentent le lac Assal. Sur les rives du Goubet, les rochers battus par les vagues sont enduits d'une mince pellicule d'algues bleues dont se nourrissent ces poissons amphibies, les périophthalmes. Au pied de la petite île du Diable et dans quelques baies abritées, s'étendent des platiers sableux découverts à marée basse. Ils recouvrent parfois les restes d'anciens récifs arasés. Sur cela, la marée montante charrie une abondante manne organique. On la découvre ici sous la forme de cette mousse microbienne dont se régalent les ophiures. Le substrat sableux, riche en micro-organismes et en matière organique comestible, est ingéré, travaillé par de très nombreux êtres fouisseurs, surtout des vers annélidiens et des mollusques. La pellicule superficielle du sédiment, où croissent activement des colonies microbiennes de cyanophycées et de bactéries, constitue la nourriture essentielle de myriades de petits crabes qui sculptent des gravures éphémères et laissent en surface des milliers de petites boules que la prochaine marée dispersera. Ainsi, sur ces platiers que la mer tropicale envahit et abandonne quotidiennement, une faune riche en individus et pauvre en espèces bénéficie d'une abondante nourriture grâce à l'activité des algues bleues et des bactéries. L'excédent de matière organique produite s'accumule dans le sédiment, auquel il donne sa couleur noire, caractéristique du milieu réducteur. Il représente le potentiel pétrolygène de ces formations. Sur les petits fonds de la mer Rouge et du golfe de Tadjoura, le long des côtes continentales et au pourtour des îlots rocheux, se développent des formations coralliennes étendues et clairsemées. Les colonies de corallières forment un récif discontinu et peu organisé. Dans ce milieu marin ouvert, les espèces sont nombreuses et diverses. À la variété des formes coralliennes, massives ou digitées, encroutantes ou foliacées, s'ajoute la richesse de la faune des hôtes du récif, éponges,
anémones, mollusques, oursins et astéries, poissons baroques et multicolores, trouvent refuge dans les nombreuses anfractuosités de toute taille du récif. Dans ces eaux chaudes, les algues microscopiques se développent et se multiplient activement. Aussi bien celles qui vivent en pleine eau et qui constituent le phytoplancton, que celles qui vivent en symbiose dans le tissu même des polypes des colonies coralliennes. Les unes et les autres constituent la manne sans cesse renouvelée qui permet la croissance des polypiers et la sécrétion de leur squelette calcaire. Les coraux sont à leur tour consommés par d'autres espèces qui sont à leur tour la proie d'autres prédateurs. Le travail obscur des innombrables micro-organismes qui s'attaquent aux déchets de cette activité biologique intense, déjections, cadavres de végétaux et d'animaux, réintroduit dans le milieu les éléments minéraux indispensables au développement des êtres chlorophylliens. Ainsi s'établit la chaîne ininterrompue du cycle de la vie, en un réseau extraordinairement complexe où interviennent des centaines d'espèces. Le résultat le plus tangible de cette intense activité biologique, qui ne laisse pas ici subsister de matière organique, est l'accumulation des squelettes minéraux des êtres qui constituent le récif. Ceux-ci sont corrodés, perforés par les lithophages, cassés par les tempêtes, broyés par l'action incessante des vagues en débris d'abord grossiers, puis de plus en plus fins, qui s'accumulent entre les massifs coralliens en un sable calcaire, sans cesse remanié par les fouisseurs et les courants. Ainsi s'édifie lentement une masse poreuse de débris calcaires enchevêtrés. Tôt ou tard, du fait des variations du niveau de la mer ou de l'arrivée d'eau trouble, le récif meurt. Au fond du Goubet, un ancien récif a été soulevé par les mouvements tectoniques du rift et arasé par la mer. On reconnaît encore la forme d'anciennes colonies coralliennes et, dans les fissures, les anfractuosités et les pores de cette masse calcaire, certains organismes continuent à travailler, achevant d'en faire une sorte d'éponge minérale jusqu'au niveau microscopique. Au terme de quelques millions d'années, après l'enfouissement profond dans le sous-sol de ces couches souvent épaisses de plusieurs dizaines de mètres et sur des dizaines de kilomètres carrés, si les circonstances géologiques le permettent, cette masse poreuse, le brun, pourra accueillir les hydrocarbures issus, sous l'effet géothermique, des roches voisines riches en matière organique, le noir. Enfin, si une couche imperméable, telle que le sel, le blanc, est auparavant venue la recouvrir, les hydrocarbures y resteront piégés. C'est dans un tel environnement géologique, où voisinent des roches mères d'hydrocarbures, des roches réservoirs susceptibles de les emmagasiner, et des roches capables d'assurer l'étanchéité du piège, que prennent naissance des gisements de pétrole et de gaz naturel.